Toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Le thème de cette vidéo, c'est la crise d'adolescence. Comprendre justement ce qu'est cette crise d'adolescence, qui est une transformation nécessaire de notre enfant vers l'âge adulte. Comment nous, on peut aider notre enfant à passer cette étape-là et comment aussi avoir un regard de tuteur pour notre enfant en lien avec cette étape-là. Alors, ce qu'on va explorer vraiment ensemble dans cette vidéo, c'est quels sont les besoins essentiels que vont avoir nos enfants pendant cette période. Donc, comprendre cette quête d'autonomie, mais aussi ce besoin d'appartenance qui peut être antagoniste, et on va y revenir là-dessus. Comprendre les comportements qui peuvent être déroutants pour nous, tout ce qui est lié avec la provocation, l'isolement de notre enfant, ou des attitudes qui déstabilisent énormément donc notre rôle de parent ou qui déstabilisent toute personne. Et on va explorer aussi ensemble comment on peut faire pour maintenir ce lien avec notre enfant tout en ayant un caractère bienveillant. L'idée étant d'avoir un cadre bienveillant. Pour ça que je parle de cadre bienveillant. Il faut un cadre parce que c'est grâce à ce cadre que notre enfant et notre adolescent va se structurer parce que il ou elle en a besoin de ce cadre. Mais il faut qu'il soit bienveillant, construit et il peut avoir, dans certaines situations, une certaine flexibilité. Et grâce à ce cadre bienveillant, on va pas justement rompre cette relation de confiance qu'on a eue quand il était enfant et pas adolescent. Voilà. Donc là, l'idée vraiment de cette vidéo, c'est de donner des clés concrètes pour traverser cette période avec plus de sérénité et de compréhension mutuelle. Et donc, j'espère que ça va vous aider à passer ce cap-là avec votre enfant qui passe par une crise d'adolescence. Alors, on parle de crise, hein, mais c'est vraiment une transformation. C'est vraiment un changement profond hein, que notre enfant va subir, mais c'est un processus de développement fondamental. Voilà. Là, notre enfant ne se rebelle pas, c'est pas ça. Il se rebelle pas, en tout cas, contre vous. Il construit son identité propre. En fait, il va y avoir cette création de séparation, individualisation, c'est-à-dire on se sépare donc de nos parents, mais on va construire notre propre être. C'est ça l'idée de ce passage-là de l'adolescence. C'est un passage qui est assez rude hein, parce que il y a en plus de cette construction qu'il va faire ou qu'elle va faire sur son identité, ben, il y a toutes les transformations physiques qu'il ou elle va subir, les transformations émotionnelles et psychologiques qui vont être intenses parce que là le cerveau est en train de se recabler, de se réorganiser, on a les hormones qui fluctuent, tout en ayant cette quête de sens de la vie et donc ce que on attend de la vie, ce qu'on attend euh, de ce qu'on veut faire nous-mêmes pour cette vie-là et comment on se construit. Donc c'est pas rien tout ça. C'est pas rien du tout. Donc là, comme je le disais, il va y avoir une phase d'opposition, mais il faut pas le voir comme une phase d'opposition. En fait, il faut le voir comme une étape clé sur cette séparation avec vous et cette individualisation qui est très importante pour qu'il se construise en tant qu'adulte après. Voilà. Donc pour ça, notre adolescent, il teste les limites pour mieux comprendre qui il est, justement, et où il se situe dans le monde. Ça va être très important d'avoir cette limite-là. C'est une transformation, oui, très inconfortable pour nous, mais qui est un développement sain pour tout humain qui passe par cette phase d'adolescence, enfin, cette phase adolescente, pardon. Donc là, c'est là où c'est compliqué pour nous, adultes et nous parents, parce que notre rôle va évoluer. On était en fait le guide absolu, on était
le maître absolu, on va dire, sans vouloir être plus haut que tous. Mais on avait un poids énorme par rapport à notre enfant. Et là, l'idée, c'est vraiment maintenant plus d'être un guide absolu, mais plutôt d'être un accompagnateur bienveillant. Voilà. D'un tuteur, comme je l'ai dit précédemment, je pense que ça peut être un bon rôle. Les deux besoins fondamentaux de l'adolescent. Donc, il y a ce besoin d'autonomie et ce besoin d'appartenance, qui peut être contradictoire, mais pourtant qui coexistent naturellement. Voilà. Et donc, notre défi à nous, parents, c'est ça. C'est d'offrir suffisamment de liberté pour avoir une autonomie, mais tout en maintenant un cadre sécurisant et une présence affective stable pour avoir ce besoin d'appartenance. C'est ça qui est le plus important. Alors, quand je parle de besoin d'autonomie, ben, c'est que notre adolescent va vouloir prendre ses propres décisions, gérer son temps, choisir ses vêtements, ses activités, ses amitiés. Voilà, c'est une quête d'indépendance pour justement améliorer son développement. Donc, ce que j'ai mis dans les points, désir de faire ses propres choix, besoin d'intimité aussi et d'espace personnel qu'il y avait dans l'enfance, mais là qui sera un peu plus accru. Voilà, une volonté de tester ses limites et ses capacités pour que justement il sache où il en est dans son autonomie et de construire une pensée critique et d'avoir un poids sur ses dires, sur ses pensées, sur son argumentation, pour avoir une légitimité et surtout une valeur propre à lui ou à elle et pas que mon père a dit, ma mère a dit, et donc du coup, c'est ces pensées-là qu'on véhicule. Voilà. Et donc ce besoin d'appartenance, qui peut être paradoxal, comme je l'ai dit précédemment, mais qui ne l'est pas tant que ça. Donc là, notre adolescent a un besoin profond de se sentir aimé, accepté et soutenu par sa famille et aussi par ses pairs, donc ses copains et ses copines. Donc ce que je dis donc recherche d'acceptation auprès du groupe, donc groupe familial mais aussi de groupe d'amis. C'est pour ça qu'il va falloir aussi travailler, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo, sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, d'accepter sur les amis ou même dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Besoin de sécurité affective constante, donc auprès de nous notamment, mais aussi de ses amis ou des amours naissants avec d'autres adolescents. Désir d'être compris et reconnu et une importance du sentiment d'appartenance familiale et pas uniquement oui, euh, tu es mon fils, tu es ma fille, très bien, mais c'est moi qui parle et c'est moi qui ai raison et c'est moi qui fais parce que toi tu en es pas capable ou apte. En tout cas, même si c'est pas dit implicitement, c'est véhiculé comme ça. Donc là, c'est un sentiment vraiment d'appartenance familiale et comme un rouage important dans la famille. Alors, comment on peut décoder les comportements déroutants? Donc, il y a trois comportements déroutants que j'ai essayé de cibler. C'est la provocation, l'isolement et les changements d'humeur de notre enfant. Tous ces comportements, c'est pas pour nous ennuyer, c'est pas pour ennuyer les parents, pas du tout. Il se cache souvent un besoin non exprimé ou une émotion difficile à gérer. Voilà. Donc, vraiment, notre rôle en tant que parent, c'est de rester disponible à l'écoute, même quand c'est difficile, notamment quand c'est des provocations. Hein. Je sais que ça, c'est toujours compliqué, parce que dans les provocations, il y a les remarques blessantes, un ton agressif, ou des attitudes de défi. Mais ça, c'est pas dirigé contre nous, hein. C'est pas dirigé directement contre nous. On le vit, hein, contre nous, mais c'est pas dirigé comme ça. Là, vraiment, là, notre adolescent, il teste les limites pour mieux comprendre où il se situe, ce que je l'ai dit précédemment, et il cherche à exprimer des émotions qu'il ne sait pas encore gérer, en fait, autrement que comme ça. Donc vraiment, il faut qu'on soit à l'écoute et gérer le mieux possible tout ça.
Il y a l'isolement. Alors l'isolement, il faut faire aussi attention, hein, mais bon, il y a du bon dans cet isolement. Donc qu'est-ce que j'entends par isolement? Ben, passer des heures enfermé dans sa chambre. Et là, on pourrait se dire, ah oui, mais là, il s'isole, là, il est sur ses réseaux sociaux, il est sur son portable et tout ça. Alors, attention, parce que être des heures enfermé dans sa chambre veut pas dire obligatoirement qu'il va être des heures sur son téléphone portable, parce que ça, c'est deux choses différentes. Il faut veiller à l'un et l'autre, par contre, c'est-à-dire l'isolement dans sa chambre, c'est un bienfait. Être des heures et des heures sur son portable, là, il faut faire attention à ces choses-là. Donc ça, j'en ai travaillé, j'en ai parlé sur une autre vidéo. Donc là, cet isolement, ça répond à un besoin légitime d'intimité et de construction de soi. C'est à ce moment-là qu'il va s'isoler, qu'il va se retrouver lui-même ou elle-même. Donc là, l'adolescent va réfléchir, il va se découvrir et va intégrer même les expériences qu'il a réalisées dans la journée ou sur le moment. C'est très important pour la construction, pour sa construction. Donc là, vraiment, le cerveau, le recablage de son cerveau là est à son paroxysme quand on est sur des périodes d'isolement. Alors, attention, je veux pas dire qu'il faut encourager un isolement et en disant ah là, tu t'es pas assez isolé, tu t'es pas isolé 10 heures dans la journée, ça va pas. Bien sûr que non. Mais bien sûr que ces périodes d'isolement est très important pour notre adolescent. Et alors les changements d'humeur, où un coup on est joyeux et puis 10 minutes après on rentre en colère ou on pleure. Alors ça, c'est vraiment lié à notre cerveau qui se recable. Donc du coup, il y a certains câblages qui s'enlèvent et des recablages qui, euh, qui se créent ou qui se fortifient, qui est souvent fait la nuit, hein, pendant le sommeil, mais pas que. Des fois dans la journée, ça se passe. Donc du coup, il y a ça. Et ben, aussi, il y a le côté hormonal. Voilà. Là, il faut bien penser que le cerveau, là, entre le recablage et les hormones qui va jouer, ben là, le cerveau va traiter ses émotions de manière beaucoup plus intense parce que du coup, beaucoup plus sollicité. Et donc, va beaucoup moins réguler, enfin, le cerveau va beaucoup moins réguler que celui d'un adulte. Voilà. Donc, ça va sortir comme ça va sortir. Et derrière, il peut y avoir des hauts et des bas comme ça. Donc, comment on fait, nous? Alors, l'idée, c'est vraiment de poser un cadre sans rompre le lien. Et c'est là où c'est compliqué. De poser ce cadre-là tout en... parce que on le sait en tant que parent. On se dit, allez, on pose un cadre, et puis on se dit, ah oui, mais là, on va complètement s'éloigner de notre enfant parce que le cadre est trop ou très rigide. On se dit, ah oui, mais si je relâche là, ça va relâcher partout, donc il y aura plus de cadre, donc c'est trop de laxisme. Non. Alors, là, je vais essayer de donner quand même des outils, des éléments qui vont permettre de mieux comprendre ce que j'entends par cadre bienveillant. Voilà. Il est très important de maintenir des règles claires. Ça, c'est très important. Mais des règles claires ne veut pas dire qu'on va euh, couper la relation que l'on a avec notre enfant. Pourquoi? Parce que du coup, les règles vont, bon, je vais en parler après, mais c'est pas grave, je vais en parler maintenant, mais les règles vont pouvoir être discutées, les règles vont pouvoir être explicitées avec notre enfant. C'est pas du, je l'ai décidé, c'est comme ça et pas autrement, et on comprend pas le comment du pourquoi. Voilà. On comprend pas aussi les règles, pourquoi elles sont là, pourquoi il faut que ça soit comme ça. On les comprend pas. Donc là, c'est compliqué si on ne les comprend pas. Voilà. Donc, donc là, bien sûr qu'il faut avoir des règles claires hein, là-dessus. Et c'est peut-être le trop de rigidité et même le trop de laxisme qui va être une rupture avec notre enfant. Parce que donc, trop de rigidité, ben forcément, c'est une rupture, mais le trop de laxisme, ça génère de l'insécurité pour notre enfant, et donc ça va créer aussi une certaine rupture avec notre enfant. Voilà. Donc, il faut que ce cadre, il soit
ferme pour offrir des repères, c'est-à-dire que si les règles ont été claires, explicitées, comprises et adoptées par notre enfant, ben forcément, ben si on passe outre cette règle-là, ben du coup, forcément, il y a sanction, il y a, on gronde, voilà. Ou en tout cas, il y a des choses il y a une conséquence. Il y a une conséquence à ça. Il faut que ça soit ferme. Voilà, là-dessus. Parce que, comme ça, il va y avoir des repères qui vont être donnés à notre enfant et ça ira bien. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine souplesse pour respecter ce besoin d'autonomie grandissant. C'est-à-dire que là, petit à petit, il va grandir, donc des règles qui étaient explicites quand il avait, je sais pas, 9 10 ans, peut-être que ça sera des règles qu'on pourra réadapter, qu'on pourra réexpliciter du coup avec notre enfant ou reconstruire avec notre enfant parce que ça ne s'y prête pas maintenant qu'il a 14 15 ans. Voilà. Donc, il faut bien penser que ces règles, ce sont pas des punitions. C'est vraiment des balises qui va permettre de protéger l'enfant et de protéger la relation qu'on a avec notre enfant. Donc, vraiment, pour moi, pour que euh, toutes ces règles claires, ils sont dans un cadre ferme, mais en ayant une petite souplesse, il faut expliciter, expliquer le pourquoi. Nos enfants, et nos adolescents encore mieux, acceptent mieux les règles quand quand ils en comprennent le sens. Donc, on prend le temps d'expliquer nos décisions sans condescendance. Genre, euh, oui, alors ça c'est mieux, bon, tu comprendras plus tard parce que là t'es pas apte à comprendre. Donc là, ça c'est compliqué quand on rentre dans ça. Mais mais là, je pense que l'expliquer le pourquoi, notamment si on donne les règles en amont, pas à chaud quand ça s'y prête, mais même si ça s'y prête, bon, ben, c'est pas grave. On a oublié une règle quand on en a parlé, de toutes les règles à mettre en place. Mais là, ça s'y passe maintenant. On l'explique à ce moment-là, sans monter d'un ton ou quoi que ce soit. Pour moi, l'expliquer le pourquoi, c'est très important. Négocier quand c'est possible. Donc, alors, bien sûr, pas sur des points où ça touche à la sécurité de l'enfant. Voilà, c'est-à-dire que, euh, j'en sais rien, la règle, c'est tu rentreras soit avec d'une fête avec un ami, par exemple, tu rentreras soit avec un des parents, soit tu rentreras avec tel ou tel parent de confiance. Voilà, c'est ça la règle. Voilà. Et puis là, il me dit oui, alors cette règle c'était ça, mais là j'ai un autre parent d'un autre ami, mais que tu connais bien, est-ce que je peux rentrer avec lui? Ben oui, là on adapte, on accepte de discuter et de trouver ce compromis parce qu'il n'y avait pas, il faut pas non plus être bête et disant non non c'était ça, ça et ça, voilà. Par contre si c'est, euh, euh, je sais pas moi, il faut pas toucher ce compteur d'électricité parce que il est un peu en panne et donc du coup on peut vite prendre le jus. Si c'est cette règle-là, elle ne changera pas et c'est comme ça et point. Parce que là l'idée c'est sur le bien-être de notre enfant. Voilà. Si c'est par exemple euh, euh, on va au lit pas après 23 heures minuit, j'en sais rien, hein, je sais pas selon les règles que vous avez avec votre enfant que vous avez déterminées en période scolaire et notamment si on a cours le lendemain, ce qui est tard 23 heures minuit, mais bon, bref, vous choisissez l'heure que vous voulez. Là, on ne déroge pas du coup parce que c'est pour le bien-être de lui, pour sa fatigue. Alors bien sûr, cas extrême, on est, je sais pas, sur une rencontre sportive qui était à une certaine à un certain lieu, on se déplace loin et donc du coup le temps de revenir, le temps de manger, le temps de faire les devoirs. Bon, bien sûr, il y a toujours des aléas, mais euh, vraiment de négocier, de discuter, de trouver des compromis, ça c'est important. Tout en maintenant les règles, en disant
Tu vois, cette règle est là. Mais je comprends ce que tu dis. C'est vrai, tu as raison. On peut faire ça maintenant. On verra après, plus tard, si on reste ou si on modifie les règles, etc. Et ça, c'est bien parce que ça va renforcer le sentiment de respect mutuel entre les adolescents et nous parents. Et bien sûr, de rester cohérent. Donc, c'est-à-dire de pas bouger toujours nos lignes. Voilà, il faut quand même il faut créer de la sécurité, pas de l'insécurité. Donc, voilà, donc avoir donc des lignes de conduite, d'avoir ce cadre-là et, euh, et surtout de tenir les engagements. C'est-à-dire que si notre enfant est sorti du cadre, est sorti des règles, bien sûr, si on a déterminé les conséquences à cette sortie de piste, il faut appliquer ces règles, bien sûr. Comment pouvons-nous faire quand le ton monte? Alors là, ça, on l'a tous vécu, notamment quand il y a de la provocation. Euh, bon, alors là, il faut faire une pause. Là, la stratégie de la pause, elle est importante. Donc là, euh, il faut reconnaître déjà cette escalade de ton, la voix qui monte, le cœur qui bat vite, pour nous, hein, où on a l'impression que là, ça va partir en vrille. L'envie de gagner, euh, c'est-à-dire il va falloir donner un argument massu ou même limite à faire une mauvaise foi parce que il faut gagner absolument sur notre adolescent, etc. Ça, ce sont tous les signes où il faut faire une pause. Voilà. Donc la phrase on en reparle plus tard quand on sera plus calme, même si votre enfant vous dit mais moi je suis calme alors que c'est pas le cas. Vous pouvez dire oui mais moi je ne le suis pas, je préfère qu'on en parle un peu plus tard. S'il te plaît, voilà. Donc on annonce la pause là-dessus. Voilà, on est tous les deux énervés, ou en tout cas moi je le suis. On en repart dans 1 heure ou dans 2 heures. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, oui, non. Et après de tenir parole. Ça c'est essentiel. De ne pas attendre l'adolescent qui va te dire, ah mais ça y est, ça fait 1 heure. Non, ça fait 3 heures, tu m'avais dit dans 1 heure, mais ça fait 3 heures. Non. Au pire, vous avez dit dans 1 heure. Et là, vous n'avez pas le temps. C'est pas que vous avez esquivé, c'est que vous n'avez pas eu le temps. Mais dans 1 heure, vous lui dites, écoute, là, il faut que je fasse ça. Je reporte notre discussion, pas parce que je ne veux pas parler, parce que c'est très important pour moi. C'est juste que là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça. Et là, c'est compris. Voilà. Euh, Là, votre adolescent va bien comprendre que vous fuyez pas, et ça, c'est très important pour lui. Parce que il va voir que c'est pas une stratégie de fuite, mais plutôt un outil de régulation émotionnelle que lui va peut-être même mettre en place. Parce qu'on est d'accord, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est compliqué de se réguler émotionnellement pour lui ou pour elle aussi. Et après, on reprend. Donc, on reprend au bout d'1 heure, 2 heures, selon ce que vous avez dit. Et surtout, le plus important, c'est de commencer par écouter son point de vue sans l'interrompre. Puis après, on exprime le sien avec respect. Et après, on trouve une solution. Voilà. Donc là, vraiment, si on fait ça, ça va être beaucoup plus positif pour les deux. Beaucoup plus dans la bienveillance parce que vous allez écouter son point de vue en intégralité. Et ça va être éducatif parce que ça va permettre de mieux comprendre à votre adolescent comment on peut gérer les conflits sans violence verbale ou physique, c'est encore pire. Voilà. Quelles sont les attitudes qui renforcent le lien? Pas dans cet échange, mais pas que. C'est vraiment, je le dis, dans un sens large. Donc, qui renforce le lien parent-enfant et donc parent-adolescent aussi, parce que tout ce que je suis en train de dire, si vous l'avez pas mis en place quand il était enfant, c'est pas trop tard, mais en tout cas, ça marche aussi quand on est enfant. Donc c'est d'écouter vraiment. Poser son téléphone, hein, regarder l'adolescent dans les yeux, écouter sans préparer la réponse, sans regarder à gauche à droite parce que notre cerveau cogite là-dessus, mais vraiment de l'écouter. Ça va montrer que vous respectez ses paroles et ses émotions. Donc vraiment l'écouter tout le temps.
Essayez de créer des moments. Donc, proposer des activités sans pression, un café, une balade, un film. Des moments, en fait, informels. Et ça, ces moments-là, c'est des moments où il va y avoir des vraies conversations qui vont émerger. Donc, pas forcément besoin de se dire, moi, j'aimerais bien te voir dans 10 minutes ou dans 1 heure. Est-ce que tu peux aller dans le salon? J'aimerais qu'on parle et qu'on se mette devant la table et on dit, j'aimerais parler sur ce sujet. Alors là, c'est le meilleur moyen de bloquer notre adolescent. De reconnaître les efforts, de valoriser les comportements positifs ou même le travail quand il est positif, pas forcément en termes de résultats, mais en termes d'efforts, hein, bien sûr, plutôt que de souligner les différentes erreurs. J'ai apprécié ton aide, mais j'ai apprécié l'effort que tu as fait là parce que je sais que c'est pas évident. Mais j'ai apprécié l'effort que tu as fait dans cette matière alors que tu l'apprécies pas trop. J'ai apprécié ces efforts-là, on en avait parlé et tu fais ces efforts-là même si c'est pas encore parfait, c'est bien ce que tu fais. Voilà, ça fait toute la différence. Valider les émotions plutôt que quand notre enfant a un comportement que vous jugez disproportionné ou on n'est pas du tout d'accord avec l'émotion, en tout cas, et le comportement de son enfant, plutôt que tu exagères et qui accentue un peu, on va dire, ce côté négatif de ces émotions qu'il a en dedans de si ou qu'elle a en dedans de si, plutôt ça, plutôt dire, je vois que tu es vraiment en colère. Ça va valider ses émotions et c'est très important. Protéger l'intimité, bon ça, je pense que ça va de soi. Ne pas lire son journal si il ou elle a un journal intime, ne pas fouiller dans son téléphone, et respecter ses secrets. Si notre enfant ne veut pas parler de tel ou tel sujet, de ses amourettes, etc., de respecter ses secrets. Il faut comprendre que plus on a des moments complices, plus il va y avoir cet échange et ce rapprochement, et plus il va y avoir ces échanges, il y aura potentiellement moins de secrets. Mais de toute façon, les secrets, c'est-à-dire les, euh, euh, les jardins que l'on a à nous, on les a à tout âge, enfants, ados et même adultes. Donc c'est très important, ces jardins secrets, de les avoir. Voilà. Euh, donc, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Si il voit que vous protégez son intimité, il ou elle bien sûr, mais ils vont faire de même pour vous aussi. Et garder l'humour. Ça, c'est très important. En tant que parent, je vois certains parents qui se disent, oui, mais moi, je mets un cadre, donc si je mets de l'humour à un moment donné sur telle ou telle chose, ben du coup, il va y avoir une certaine légèreté et donc la parentalité va être mise à mal. Non, pas du tout. L'humour bienveillant, ça va désamorcer des tensions à tout moment. Et il faut cet humour, il faut rire ensemble, il faut partager des moments légers. Ça, c'est très important. Ce que j'ai bien mis, la parentalité n'est pas un marathon sérieux en permanence. Pas du tout. Bien sûr qu'il y aura des moments sérieux, mais bien sûr qu'il y aura des moments un peu plus légers qui sont importants. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette crise, c'est une croissance de notre enfant. C'est vrai que c'est une période inconfortable pour nous, mais même pour votre adolescent, mais c'est un processus naturel de construction identitaire, pas une rébellion personnelle contre vous. Ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience. Il veut avoir plus d'autonomie et se sentir appartenir à un groupe familial et à un groupe du coup d'amis ou autres. Donc vraiment, il faut offrir, nous, en tant que parents, de l'espace pour créer de l'indépendance, de l'indépendance, tout en maintenant une présence affective et stable et sécurisante. Et la pause salvatrice, la pause quand le ton monte, faites une pause pour gérer les émotions d'un côté et de l'autre et pour que ça soit éducatif pour votre enfant. Donc oui, c'est vrai que cette gestion de cette crise, ça va demander patience, adaptabilité et surtout beaucoup d'amour. Mais rappelez-vous de ça, vous n'êtes pas seul. Euh, vous avez votre compagnon ou votre compagne avec vous. Vous avez des amis,
vous avez l'école, vous avez les collèges. Voilà. Et il faut se rappeler que même dans les moments les plus difficiles, le lien que vous avez construit depuis l'enfance reste une base solide. Elle n'est pas rompue. Il n'est pas rompu ce lien. Donc, continuez à montrer votre présence, votre écoute et votre confiance. Votre adolescent en a besoin, même s'il ne le dit pas. Donc, là, votre prochaine étape pour moi, ça va être vraiment de passer à l'action. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça. Donc, réaliser une action par semaine. Une seule action, c'est déjà très bien. C'est-à-dire de proposer des moments de qualité sans écran ni pression, si vous ne le faites pas déjà. Utiliser la stratégie de la pause, si vous ne le faites pas déjà. Valider une émotion de votre ado sans jugement, si vous ne le faites pas déjà. Ou expliquer le pourquoi d'une règle importante, si vous ne le faites pas déjà. Et si, sur ces quatre-là, ben, il y en a trois que vous ne faites pas encore, commencez par une des trois et vous faites ça pendant une semaine, 2 semaines, et après vous passez à une deuxième action. Voilà. Et ça, vraiment, ces petits changements constants, ça va créer de grandes transformations dans cette relation parent-ado. Voilà. Donc, soyez patient, soyez aimant, soyez bienveillant avec votre enfant qui passe une étape qui n'est pas évidente pour lui ou pour elle, et pour vous non plus, je le sais. Voilà. Donc, soyez patient avec vous-même. Ne mettez pas tout en action. Voilà. La parentalité, c'est vraiment un apprentissage permanent et du coup, on va s'adapter. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt.